vais fermer tout ça là. Je vais fermer tout Non, ça. non, pour maintenir ça, les ans après. Je t'avais donné la dernière fois un modèle, donc tu vas ouvrir ce modèle là parallèlement. Et... disons, les templates ici représentent ce qu'on appelle les pages HTML. D'accord? Donc, on va faire une page HTML associée à chaque formulaire. Donc, tu peux copier celui-ci là, ajout client. Copie celui-ci, tu envoies dans le... On va créer un dossier. Il faut créer un dossier dans l'application gestion parrainage. Dedans ici. Oui, tu vas aller dans l'application gestion parrainage, tu vas ajouter un dossier qui s'appelle templates. Templates. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, tu vas créer encore un autre répertoire qui s'appelle gestion parrainage. Tu portes le même nom que l'application. Même nom, hein? Oui, c'est le même nom. Même orthographe. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, dans ce dossier, maintenant, tu vas mettre. Donc, Dans le dossier gestion parrainage, tu vas mettre. Tu vas mettre le fichier que tu as copié là. Ça, il faudra le venir ici. Gestion parrainage. Template. Gestion parrainage. Tu changes le nom, juste. On va mettre quoi? Ajout. Centre. Voilà. Donc vous allez constater que dans les templates, ce sont les balises HTML qu'on utilisera. Mais ces templates-là prennent leur propriété, donc les entêtes, les pieds de page de chaque template, des dérivés de notre template de base. On a nommé base.html. Donc vous allez constater qu'à l'entête, à l'entame de chaque template, vous aurez toujours l'instruction extend base.html. Le base.html n'est autre chose que ce fichier qu'on avait l'autre fois décrit, qui constitue le fichier de base de tous les templates que nous allons faire. Donc l'entête, le corps, les fichiers qui doivent être importés sont définis dans Base. Maintenant, dans chaque template, je reviens dans Ajout Centre. Dans chaque template, vous n'aurez que les blocs qu'on a définis dans Base. Donc vous ne verrez pas de balise d'attributs HTML à l'entête ici. C'est juste l'instruction extend qui est une extension Django pour faire référence à tout ce qui se trouve dans le fichier Base. Donc, load crispy form style, c'est, disons, l'ensemble des balises de notre extension qu'on avait téléchargée, le Django Crispy Forms. Donc, l'instruction load crispy form stack, c'est de télécharger, c'est de charger dans le fichier, donc dans le template en question, tous les attributs, les balises, ok, de Django Crispy Forms à l'intérieur de notre template courant. Maintenant, le bloc titre page, ça c'est un bloc qui est défini dans Base. Donc, le nom du bloc, le nom de chaque bloc, vous êtes libre de choisir le nom que vous voulez. Mais il faudrait que le nom là soit identique à ce que vous avez mis dans Base. D'accord? Donc, l'instruction bloc titre page fait référence au bloc qu'on a défini dans Base. Au niveau de Base, on a mis dans l'enquête, voilà, bloc titre page. Vous voyez, on n'a rien mis au départ. Maintenant, c'est ici, dans chaque template, on va définir le titre de la page qui va être affiché dans le navigateur. Donc, quand vous lancez la page dans le navigateur, le titre qui apparaîtra au niveau de l'onglet, c'est ça qu'on appelle ici le titre. On revient dans Ajout Centre. Donc, ici, par exemple, on va changer le titre. C'est gestion des centres. Je mets ça en majuscule. Oui, gestion des centres. Gestion des centres. On peut ajouter d'orphelinat. Centre. Gestion des centres.
Bien. Maintenant, le bloc titre de cadre. Ça, c'est le titre qui va être affiché avant le formulaire. Pour marquer un peu, disons, qu'est-ce que le formulaire fait comme travail. Qu'est-ce qu'on va faire dedans. C'est ça le titre. Et ça aussi, c'est défini dans le base. On peut dire enregistrer ensemble. Ici. Titre, c'est en bas. Carrément. Voilà. Le bloc titre cadre. On a mis dans une balise H5. Ça veut dire que le texte va apparaître selon cette balise qui est là. Et il sera centré, comme on l'a mis là-bas. Donc, il est mis dans les balises là et dès qu'on l'utilise, il va appliquer ces balises qui sont à l'intérieur ici dans le base. Voilà. On va enregistrer ensemble. Enregistrer ensemble. Voilà. Maintenant, le bloc formulaire, c'est ce bloc-là également est défini au niveau de base. En bas, vous avez un bloc qu'on a nommé bloc formulaire. C'est lui qui est appelé. Donc lui aussi, l'ensemble de balises qu'on a définies à l'intérieur de lequel il est défini, s'applique. D'accord? Voilà. Et avant le formulaire, vous avez vu, on a inclus le message. Mais ça s'exécute lorsqu'on valide. Ça va apparaître au niveau des traitements. Lorsqu'on va aborder la notion de tout à l'heure. Bien, ajouter du centre. Donc à l'intérieur du bloc forme, nous allons maintenant créer notre formulaire. D'accord? Donc vous connaissez tous la balise forme qui permet de générer un formulaire HTML. D'accord? Avec la méthode d'envoi des données. Par défaut qui est POST. Lorsque vous envoyez des données du navigateur vers le serveur, on utilise la méthode d'envoi POST. Maintenant, on a appliqué une classe Bootstrap à ce formulaire. De type forme horizontale. Ce sont des classes Bootstrap. Vous connaissez déjà. Maintenant, l'instruction SysOfToken permet de gérer, disons, l'envoi des données sur le serveur. Donc, le cryptage des données. Ça permet de crypter les données qui vont être envoyées pour ne pas que ça soit de manière transparente et que ça soit intercepté par, disons, des personnes malveillantes qui peuvent se servir de ça et pour pirater vos formulaires, les données qui sont envoyées dans les formulaires. Donc, tous les formulaires que vous allez réaliser, il y a toujours cette instruction à l'intérieur et qui est obligatoire pour faire le cryptage avec le données. Donc, à l'intérieur, nous avons mis le formulaire sous forme d'un objet que nous allons utiliser après. Ça, c'est un objet qui va être créé côté instruction views, les traitements. C'est un objet, c'est un dictionnaire en fait. Ce dictionnaire-là est lié à notre formulaire qu'on vient de créer. D'accord? Donc, c'est un nom de variable, ça dépend de vous. Donnez le nom que vous souhaitez. Donc, ce dictionnaire-là est utilisé dans les views, dans la partie fonction. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Partout où vous allez voir les doubles accolades dans les pages HTML, ça signifie des données à afficher provenant de Django. Ce sont des données Django qui doivent être affichées dans le formulaire. Chaque fois que vous voulez afficher, par exemple, extraire une valeur dans la base de données et envoyer sur le template, vous le mettez dans les doubles accolades. Par exemple, on vient afficher le nom du centre. Vous le mettez, vous prenez le nom de l'objet à partir duquel il est issu, suivi du nom du champ. Mais ça se fait dans les doubles accolades. Vous allez remarquer que les instructions sont accolades suivies de pourcentage. Ça, c'est les instructions. Que ce soit les groupes, les instructions conditionnelles, ou bien les instructions de chargement des fichiers, load, ou bien les instructions, par exemple, de gestion du token, de cryptage des données. Donc, les instructions sont entre accolades suivies de pourcentage et fermées par un pourcentage accolade. Quand c'est les données qui doivent être affichées, vous utilisez les doubles accolades. Donc ici, cette instruction permet d'afficher quoi? Le formulaire que nous avons auparavant créé. Maintenant, ça c'est un filtre Crispy. Ça fait allusion à quoi? À l'ensemble des balises et la mise en page des formulaires selon Django Crispy Forms. Donc, on lui demande d'afficher notre formulaire qu'on a préalablement défini tout à l'heure dans le module Forms en se servant du Django Crispy Forms qui est un modèle de formulaire de type Bootstrap. C'est que ça signifie. D'accord? Donc, on a mis ceci dans quoi? Dans un form group Bootstrap. Ensuite, en bas, on a inséré des
deux boutons. Un bouton pour l'ajout et un bouton pour l'annulation. Ces deux boutons sont mappés avec une classe Bootstrap de type bouton. Bouton Success, c'est le type de boutons qui vont apparaître avec les couleurs. Donc si vous avez une notion un peu sur les Bootstrap, vous allez comprendre à quoi correspond le bouton Success. C'est des classes prédéfinies. Bootstrap, c'est, disons, un framework HTML, CSS qui vous fournit des ensembles de classes, de balises prédéfinies par rapport à des objets graphiques que vous souhaitez. Il vous suffit d'aller dans le site de Bootstrap. Vous avez besoin, par exemple, de réaliser un bouton de telle nature. Il vous propose le bouton, la manière dont il va être présenté et les codes HTML et CSS associés. Donc là, vous prenez juste le code, vous venez vous associer, vous insérez dans votre projet. Donc, rien n'est, disons, à réinventer, quoi. Vous les utilisez tout simplement. Ça facilite un peu le développement et ça accélère aussi votre productivité. Donc, c'est un type de bouton. Ça, c'est le bouton. Là, ça détermine la couleur du bouton. Et celui-ci, la dimension du bouton. Okay? Voilà, il y a plusieurs. Disons que le Bootstrap permet de subdiviser votre page en 12 colonnes. 12 cellules. Hein? Voilà, 12 cellules. Maintenant, avec des dimensions différentes. Il y a small, il y a large, il y a, comment j'appelle, middle, puis X large, donc très large. Donc, c'est différent. D'écran. Donc, c'est ce que ça, c'est le type de bouton petit. Vous pouvez mettre ici LG large ou bien MD middle, moins. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est le texte qui va apparaître sur le bouton. Vous connaissez déjà cette balise, c'est espace. D'accord? Et vous vous rappelez, on a installé la dépendance font EWSentry. Donc, c'est ici que ça intervient. La dépendance qu'on a installée font EWSentry, donc ça intervient à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des balises font EWSentry en local qui vont être utilisées. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser des CDN pour pouvoir référencer les différentes icônes. Donc, ça détermine l'icône d'enregistrement. Le Fa, c'est lié font EWSentry. Font EWSentry solide, font EWSentry save. Donc, c'est des types d'icônes qui existent que vous pouvez réutiliser. Donc, vous allez constater qu'il s'utilise avec des balises I. Font refresh pour réactualiser. D'accord? Donc, là, ça c'est le modèle de formulaire. Tout ce qu'on a à faire, on a changé le titre, et puis voilà, le reste là c'est bon. Puis les séquences. Maintenant, nous allons dans les views. C'est bon ici, c'est compris? Maintenant, dans le views, nous allons créer ce dictionnaire appelé form. Donc, ouvre le module views à partir de l'application gestion parrainage. Views. Voilà. C'est là maintenant que nous allons écrire nos instructions qui vont aller récupérer les informations dans la base ou le formulaire pour l'afficher dans le navigateur. Donc, la première instruction ici d'abord c'est le rendu, le render. C'est une fonction qui permet donc de faire le rendu des données dans une page HTML. Lorsqu'on récupère les données, on fait les traitements. Tous les traitements seront dans le module views. Les fonctions Python qui vont être écrites seront écrites dans ce module-là. Donc quand on récupère les données, on les stocke dans un dictionnaire. Et ce dictionnaire-là, on le renvoie dans notre template qu'on vient de créer. Voilà, dans ajout centre. Maintenant, mais les données sont récupérées où? À partir d'ici. Donc, les views permettent de traiter, de récupérer les données, ensuite les balancer dans le template. Donc, on a cette fonction render qui permet de faire ce travail-là. Là également, on a besoin de quoi? On a besoin de données de la classe modèle. On a besoin des formulaires que nous avons fait. On doit les importer tous. Donc, dans l'entête, je mets from point models imports. Donc, on a besoin de tout. Star. Ensuite, on a besoin des formulaires. Toujours. From point forms imports. Là également, on importe tous les formulaires. Voilà.
Maintenant, on va définir notre première fonction. On va, classe, def, voilà, def, c'est ça. Bien, ajouter, ou bien enregistrer 100. Enregistrer, def, enregistrer 100. Enregistrer 100. Donc, toutes les fonctions que vous allez définir ont paramètre la requête qui va être HTTP qui va être envoyée. Request. Reçoit un paramètre de type requête. Donc, requête qui va être envoyée dans le navigateur. La requête HTTP, c'est le seul paramètre qu'il y a. D'accord? Donc, le seul paramètre pour le type de fonction enregistrée d'enregistrement, c'est request. Et toutes les autres fonctions qui vont venir aussi, le premier paramètre à ajouter, s'il y a un autre paramètre, ça vient après. Il y a toujours request qui représente la requête qui va être envoyée par la page HTML vers le serveur. D'accord? Donc ça, c'est le backend qu'on est en train de traiter comme ça. La partie arrière qui est chargée de traiter les fonctions, les codes, ainsi de suite. C'est ici qu'on va le faire. D'accord? Excusez-moi. Donc c'est dans le module build, nous allons écrire toutes les fonctions de manipulation, à savoir l'enregistrement, la modification, la suppression des données, donc ici. Donc, première instruction d'abord, c'est de tester est-ce que les données qui sont envoyées, regarde dans le formulaire, le template là. Nous avons dit que dans le template, la méthode d'envoi des données, c'est la méthode POST. D'accord? Donc nous allons tester dans notre vue, on va tester est-ce que les données ont été soumises. Donc ça montre effectivement la méthode de soumission des données. Donc si la méthode de soumission est POST, on vient dans le groupe. Donc on va tester d'abord si la méthode de soumission if request, il n'y a pas de parenthèse. Hein? If request pour méthode, il n'y a pas de parenthèse. Point méthode. Regarde. Méthode, c'est pas comme ça, c'est la même. Il n'y a pas E en méthode. Égal à poste entre poste. Alors, donc si les données ont été soumises, qu'est-ce qu'on fait? On va instancier notre formulaire qu'on a écrit form 100. Donc là, on va déclarer une variable form, comme on l'a vu là-bas tout à l'heure, form égale notre formulaire, la classe form 100. Donc écrit form 100. Voilà. Et puis à qui on va envoyer un paramètre. On envoie un paramètre request point post en majuscule. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsqu'on teste que les données ont été soumises, alors on instancie notre formulaire en récupérant ces données. Donc on va créer une variable qui s'appelle form, un objet de type classe, et la classe est form 100, donc il va recevoir quoi? Les données qui ont été transmises via le formulaire qu'on a instancié de l'autre côté. Form 100. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va tester si les données qui ont été soumises sont valides. Est-ce que ça respecte les critères de validation du formulaire? Notamment les critères de champ non vide, les critères liés à, par exemple, aux emails corrects. Donc on va vérifier. If form, il n'y a pas de parenthèse. If form point is valid. Is valid. Parenthèse. La ligne. Mais form.save. Form.save. Donc si le formulaire respecte les critères de validation et de soumission, alors on enregistre. L'enregistrement, l'instruction save permet immédiatement de récupérer chaque champ. Vous savez qu'on a défini chaque champ associé à une colonne.
chaque zone de saisie du formulaire est associée à une colonne de la table. Donc dès qu'on dit save, il met immédiatement la donnée dans le champ correspondant dans la table. Regardez, bien dans Forms, le module Forms. Dans le module Forms, qu'est-ce qu'on a dit? Au niveau de centre, vous voyez comment on a écrit les 8 jets. Dans les 8 jets, nous avons dit quoi? Raison sociale est associée à pour valeur text input. Contact 1, on reçoit la valeur qui est là. Donc c'est de la même façon, dès qu'on dit save, il prend les données qui ont été saisies dans cette zone ici, il le loge immédiatement dans la colonne raison sociale. Les données saisies dans la zone contact 1 sont logées immédiatement dans contact 1, ainsi de suite, jusqu'au dernier champ de la table. Donc, grâce à ce qu'on a fait ici, à cette instruction qu'on a mis là, au niveau des objets, dès que vous dites dans le view form.save, immédiatement, il va insérer les données dans la table. Immédiatement. D'accord? Donc, si la méthode, les données ont été soumises, alors on instancie notre formulaire en récupérant ces données qui ont été envoyées. On vérifie la validité de ces données. Si les données sont valides, donc respectent les critères, on enregistre. Dans le cas contraire, on envoie un message pour dire que les données ne sont pas valides. Voilà. Donc, on va dire que les données. Là, on va request. C'est le message. Donc, on a importé en haut la librairie from Django.complete. On import message. Maintenant, si comment j'appelle, les données ne sont pas valides, on envoie un message. On a un message ici, par exemple. C'est ça. C'est comme ça. C'est une pièce qu'un message. Une pièce qu'un message ici. Très bien, au niveau du premier if. Ici. Voilà, on va mettre else. Else. Donc ça, c'est au cas où les données n'ont pas été soumises. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une instance vide qui va à la ligne. On crée une instance vide de la classe. On met, voilà, comme ça, voilà. Ça, c'est au cas où les données n'ont pas été soumises. Autrement dit, dès que vous lancez le formulaire pour la première fois, il n'y a rien à saisir, il n'y a rien dedans. Donc, il vous crée immédiatement le formulaire. C'est ce que ça signifie. Forme égale forme centre. Oui. Voilà. Maintenant, la ligne qui revient carrément au niveau de if. Revient au niveau de if. Revient, il faut des indents. Ici. En bas. Non, là où tu étais là. Totalement en bas. Voilà. Reviens carrément là. Voilà. Maintenant, tu envoies retour. On va faire le rendu maintenant dans le navigateur. Retourne rendre pour la parenthèse. Maintenant, tu mets request, la variable, le paramètre request. Request virgule. Maintenant, on met entre quotes. On va maintenant définir quel est le template vers lequel ça va aller. Voilà la syntaxe. Le request, ensuite le template, le deuxième paramètre, le nom du template. Donc on met ça dans le code. Maintenant, pour chaque template, on met le nom de l'application slash le nom du template. Notre application s'appelle comment? Gestion parrainage. Slash
le nom de l'application, le nom du template. Ajout centre. Ajout centre. Point HTML. Virgule. Voilà. Maintenant, les données, quelles sont les données qui vont être envoyées dans ce template-là? Les données qui sont envoyées dans les templates sont envoyées au format de dictionnaire. Vous savez comment on déclare un dictionnaire? Maintenant, quelle est la donnée à envoyer ici? C'est l'informe. C'est le contenu du formulaire. Donc, on met entre cotes forme, deux points, forme, l'objet forme. Maintenant, c'est cet objet-là, lui-là, le mot-clé-là, qui est utilisé dans le template. Bien dans le template, le nom qui est là. Forme équivaut à ce qui est là, à celui-ci. Okay? C'est un dictionnaire qui est envoyé dans le template ajout centre. Ce dictionnaire-là contient quoi? Les données du formulaire. C'est-à-dire les champs, tous ces champs qu'on a définis de l'autre côté dans Forms, c'est ce qui va être directement affiché dans l'ajout centre. Mais à travers cet objet. Forme. Compris? Voilà. Donc, ici, l'envoi du message là, c'est request, je ne sais pas si c'est request ou bien c'est messages. Je vais voir, c'est request pour messages. Ensuite, on met le message, messages, request, virgule, on met le message. Messages, tu mets messages, tu mets request, virgule, après tu mets le message. Je vais saisir les informations. Pas c'est une information de validation. Ça, c'est la validation. Dans else là. Les données saisies, voilà. Voilà, données saisies, les zones remplir. données valides. Et c'est les données valides. Voilà. Donc, on met plutôt, ça me vient maintenant, messages, point, on va dire point warning. Ici. Messages, point warning. Après, maintenant, on met le request. Message. Warning. Ouvre les parenthèses. Le request. Je vais saisir. Données valides. Maintenant, après le save, tu envoies un message d'information. Là, maintenant, ça devient message.success. Si vous vous rappelez bien, ça, c'est les tags qu'on avait définis dans le settings. Message tags. Quand vous regardez dans le settings, on avait défini quel est le type de message correspondant à chaque constante qu'on est en train de définir. Success, warning, error. Dans le settings, vous allez voir qu'on a défini ça là-bas. Avec des alertes bootstrap. Donc, quand les données sont sauvegardées de manière correcte, il envoie un message de succès. Maintenant, est-ce que ici c'est possible de vérifier pour chaque champ dans le formulaire, dans le template là, si ça a été saisi ou pas? Vide ou non. Raison pour laquelle on a mis le Crispy là-bas. Le Crispy est un template par défaut qui gère tous ces éléments-là. Si le champ est vide, tu ne vas pas passer. En fait, vu qu'on a fait le mappage au niveau des formulaires, nous avons associé chaque champ à son formulaire, à sa zone de saisie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tous les champs, nous avons défini des critères dans le modèle. Par défaut, avec le Crispy Forms, tous les champs sont obligatoires. Par défaut. À moins que dans le modèle, tu ne spécifies l'attribut blanc. Tous les attributs qu'on a mis dans modèle blanc égale à true, il est considéré comme des champs facultatifs. Il ne va pas exiger. Mais les autres champs, dès que c'est vide, tu ne vas pas passer. Donc c'est géré automatiquement. Tous les champs qui ont été définis dans le modèle comme champs obligatoires, autrement dit, pour lesquels on n'a pas mis blanc égal à true,
sont considérés comme des champs obligatoires à renseigner. Donc, dès que vous essayez de valider, il va vous bloquer. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas d'inquiétude à se faire. Mais il y a des données qui peuvent être anormales. Par exemple, au niveau des emails, on peut taper un email qui n'est pas correct. Ou bien, on saisit des données dont le type ne correspond pas exactement à la donnée saisie. Donc, dans ce cas, ça peut générer des erreurs. Parce que par exemple, là où il y a les valeurs là, pour les nombres, si l'utilisateur saisit les chaînes de caractères là-bas. Non, pour les nombres, c'est pour ça qu'on a défini dans le forms, on a dit number input. Ça veut dire qu'on n'a même pas la possibilité de saisir du chaîne. Tout ce qui est type number input là, c'est numérique. Tu ne peux pas saisir une chaîne de caractères là. C'est pas possible. C'est pas aussi au niveau du forms, là où on a mis au niveau des dons là, on n'avait pas vérifié ça. Là on a dit montant là. Qu'est-ce que vous avez écrit là-bas? Montant. Au niveau des forms. Décimal. Non, ça c'est les modèles, au niveau des forms. Quel est le type de données de la zone associée? Montant. Vous avez dit quoi? Décimal fier. Prenez number input. Views. Voilà. Donc là, nous venons d'écrire notre fonction qui permet d'enregistrer un centre, tout simplement. C'est tout, en termes d'instruction. Donc cette façon de faire, ça c'est lorsque vous avez un formulaire où il n'y a pas de données complexes à enregistrer, comme les photos, comme des données de calculées, où il y a des données calculées. Là, s'il y a un formulaire qui contient des données calculées qui doivent être envoyées à la base, vous devez passer par une autre méthode, la méthode d'affectation. Là, on affecte champ par champ. Mais quand c'est juste des données d'enregistrement comme ça, simple, on utilise le modèle form, le modèle là. On fait form.c. Immédiatement, il prend tous les champs, il les associe à ces données de base au niveau de la table. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'instruction? Vous allez constater que chaque fois que l'on va écrire une fonction Python ici, à la fin, il faut toujours faire le rendu. C'est le rendu là qui va permettre, d'accord, au navigateur d'interpréter tout ce que vous avez écrit dans le formulaire. Le navigateur va l'interpréter comme balise HTML et l'affiche dans ce rendu. Maintenant, les données qui vont être affichées sont définies dans le dictionnaire. D'accord? Alors, on peut avoir plusieurs valeurs ici. Ça dépendra de ce que vous avez à retourner. Si vous avez des calculs que vous avez faits ici, qui doivent être affichés dans le navigateur, vous les mettez tous ici, dans le dictionnaire. Vous les alignez. Comment on peut écrire le dictionnaire? Vous les alignez tous là-bas. Mais ici, on n'a qu'un seul objet. C'est le formulaire qui doit être affiché. Donc, lorsque vous vérifiez que l'utilisateur n'a pas encore cliqué sur enregistrer, il n'a pas encore validé, il affichera immédiatement un formulaire vierge. Immédiatement. Mais s'il valide, dès qu'il valide, alors les données qui sont validées sont récupérées à travers la requête HTTP, request. Ensuite, on vérifie la validité, on save. Quand on save, on envoie un message. Et après, il faut vider encore le formulaire. Pour vider le formulaire, je reprends l'instruction là, juste après le message. On va vider le formulaire. Donc, on réinstance. On réinitialise. Voilà. Voilà. On sauvegarde les données, on envoie un message de succès et puis on réinitialise les données. Donc c'est comme si rechargeait à nouveau le formulaire avec les données de base sans contenu. Donc là c'est fini. On part dans... Après cette étape maintenant, on va dans les modules URL. Nous avons fait les modèles, on a fait les formulaires associés, les templates, les views, la fonction qui permet de traiter les données qui vont être envoyées dans le template. On va maintenant définir quel est le chemin à suivre pour accéder à cette fonction. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Oui, oui. Modèle, formulaire, formulaire, template, template, la view. On fait la view qui fait appel au template. Ce template maintenant va charger les données qui ont été créées au niveau de forms. Maintenant, pour qu'on puisse avoir accès
à cette fonction, il faut qu'on crée un chemin. Les chemins sont définis dans le module URL. Donc on va dans l'application gestion parrainage URLs, on va définir nos différentes URL ici. Donc on a déjà dans l'URL global là, on va copier ce qui est là-bas, on va voir. Et puis on change. Des projets. Oui, l'URL du projet. C'est là. Voilà, copie la partie là. La partie de from Django.config. Django.url. Donc on clique, on laisse tomber ça. Dans la partie de Django.url, c'est ce qui nous intéresse. La partie admin ne nous intéresse pas. Copie ça. Ne ferme pas. Hein. Voilà, viens là, code. Voilà. Donc, dans l'URL, les URL font appel exécute. Lorsque vous tapez le chemin d'accès à une page, le Django fait appel immédiatement à la fonction qui utilise cette page. Il exécute la fonction Python. Il fait appel à la page HTML. Ensuite, la fonction HTML à son tour va traiter les données, envoyer rendu et puis afficher dans le navigateur. Donc, on va importer dans notre tête ici une autre fonction from.views imports la fonction qu'on a définie tout à l'heure, enregistrer ça. Bien. Maintenant, le path c'est quoi? C'est le chemin. Le chemin est composé d'un texte qui contient qui représente le chemin d'accès, suivi de slash. Donc on va dire ajout centre, suivi de slash, virgule, on met le nom de la fonction Python qui va être exécutée lorsqu'on appelle ajout centre, c'est enregistrer centre, virgule, on définit le nom du chemin, name, égal, on peut être la même chose ici, ajout centre. C'est le nom de l'URL. Donc c'est ça. Non, mais sans mettre de slash. Bien. Ça c'est pas tout. On met virgule. On va la parenthèse. Là tu as une liste. Hein. URL planète. Tu vois, c'est une liste. Une liste. Donc voilà. Donc c'est une liste de chemins. On va en définir plusieurs. Chaque fois qu'on a un formulaire à exécuter, il y a un chemin associé. Pour la modification, il y aura un chemin. Pour la suppression, pour les listes, etc., etc. Bien, donc ce chemin-là maintenant est utilisé dans l'URL global du projet. On vient au niveau de l'URL global du projet. On va ajouter ce chemin-là. Donc on met paths, une parenthèse. Ici, on va spécifier l'accès, comme c'est divisé en plusieurs applications. On va spécifier l'accès à l'application gestion parrainage. Donc on met parrainage. Non, on ne met pas de parrainage. Parrainage slash virgule. On met le nom de notre on met include. Donc on va importer. Il y a une fonction qu'on doit importer ici, include. Et virgule ici. Ici. Parce que ça tout vient de ça. Include. Là où efface ça. Include. Voilà. Mais include entre parenthèses, entre cotes, le nom de l'application, gestion parrainage. Gestion parrainage. Point URLs. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans l'URL global du projet, lorsque vous tapez, parce que l'URL global du projet, c'est lui qui est le point d'accès, le point d'entrée à l'application. Lorsque vous tapez dans le navigateur parrainage, il va aller immédiatement chercher l'URL de l'application gestion parrainage, qui à son tour contient quoi? Un chemin qui s'appelle ajout centre, qui exécutera immédiatement la fonction enregistrer centre. Donc dans l'URL global du projet, on va faire allusion
on fera adhésion à toutes les URL de différentes applications que nous avons. Monsieur, maintenant, ajout centre là, c'est un nom arbitraire ou bien? Oui, ça c'est un nom que tu vas donner à toi. Ça dépendra de toi. Tu peux mettre AVC centre, tu peux mettre ajout, ce que tu veux. Il faudrait que ça soit vraiment quelque chose de significatif. Voilà. Il ne faut pas donner quand même aussi un nom n'importe comment. Mais il faut comprendre également le slash. Le slash renvoie également à un path, un chemin. Donc, il va exécuter immédiatement la fonction enregistrer ça. Il va à son tour afficher le formulaire vierge. Dans la partie name là. La partie name correspond, disons, au nom du chemin. C'est un paramètre de path. Il n'est pas forcément, c'est pas obligatoire de le mettre. C'est les deux paramètres qui sont obligatoires. Le chemin et la fonction exécutée. Le name, c'est pas tout à fait. C'est obligatoire que les deux soient identiques. Name là et. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais il est préférable d'utiliser le même nom pour être conforme. Donc, après cela, nous allons démarrer le serveur et on va faire le test. Le test c'est donné la virgule. Si. Un an. 200 Non, pas là. Nous sommes restés sans parrainage. Va dans non, oui, va dans 200 Vous êtes là tout de suite. Tu n'as pas mis la virgule. Ah oui, mais là, pour les prochains, ça c'est pour les prochains qui vont venir. C'est pas obligatoire. Tant qu'il n'y a rien en bas, Non. ça c'est pour prévenir les erreurs. Parce que si tu peux lui mettre avec et tu ajoutes un autre partie ici, tu vas te rappeler là-bas. Parce que c'est une liste. Et les éléments d'une liste sont séparés par les virgules. Donc on va tester dans le navigateur ce que ça donne. Avec l'exécution d'avant, on va voir. Relance à nouveau. On n'a pas fait de modifications sur le modèle. On a fait des modifications. Tout à l'heure. Non. On n'a pas décidé des modifications. On avait changé là où il y a la constante là. Non, ça c'est pas grave. Je parle des classes, les champs. Est-ce qu'on a changé des champs, leur type de données, est-ce qu'on a modifié? Il y a une partie là, sur les formes là, on a mis décimal. Je vais dire de mettre number. Non, mais ça c'est les formulaires. Ça c'est les formulaires. Je parle du modèle. C'est-à-dire, champ inconnu, mère, enfant, ID licence. C'est quoi ça? Regarde dans quel formulaire ça se trouve, dans quel module? Django, Forms. Vérifie là. Forms. Forme enfant. Voilà. Classe forme enfant. Vérifie là-bas. Ligne. Le module forme. Forme enfant. Le champ qui était utilisé ne correspond pas à celui qui est dans le modèle. Text input. C'est pas ici. Si la fonction c'est le Il y a un problème là. Il n'a pas défini. C'est la même erreur qu'il avait faite auparavant. Il n'a pas défini les valeurs. C'est un dictionnaire. Donc il faut définir à quoi correspondent ces classes d'abord. Mais il a déjà mis une classe, non? D'accord. Classe qui est là comme ça. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il a mis la virgule avant? Est-ce qu'il a mis la virgule de l'autre côté avant? Oui. Oui. Mais là, il n'y a pas de problème. On dit qu'il y a un champ qui nous avons utilisé ici, qui ne correspond pas au même nom, qui n'a pas le même nom dans la table. C'est pour ça qu'il n'y a pas de field error, exception. Mère, enfant, ID 100 pour enfant. Je ne l'ai pas corrigé, la fille. On ne l'a pas encore corrigé. Il faut qu'on retrouve là où se trouve l'erreur. Mère, enfant, ID 100. Bien dans le modèle. Modèle. Ok, modèle, c'est ça. Mère, enfant, il y a ça quelque part. Oui, c'est ça, ça aussi. Mère, enfant. Ensuite, il y a ID 100.
C'est ID centre, non? Oui, ID centre. Viens maintenant dans le forme. Est-ce que c'est comme ça, c'est écrit? Mets en. Ah non. Je crois pas. Le forme de gestion par analyse. C'est ça. Ici, c'est correct. En haut, là, c'est la même chose. Au niveau des labels, au niveau de fields, C'est ça. donc il n'a pas mis la virgule. Il a considéré ce qu'il mettait comme ça, mais à enfant ID centre, parce qu'il n'y a pas de virgule. C'est ça l'erreur. Les deux sont collés. C'est comme ça sort comme ça. Hein? Quand ça sort. Non, tout ce que tu vois en haut là, tu oublies ça. Tu te concentres sur le dernier message. C'est le dernier message là qu'il a envoyé, c'est là-bas l'erreur se trouve. Il n'avait pas mis la virgule entre le champ mère enfant et ID centre lorsqu'il créait le fields. Il a considéré que c'est identique. Quand il affiche des messages comme ça, c'est le dernier là qui t'intéresse. Tout ce qui est en haut là-bas, c'est des messages en cascade, quoi. C'est comme il y a des référencements, donc quand il y a une erreur, il va les référencer dans les sources, ainsi de suite, il remonte à l'échelle. Mais toi, c'est le dernier message, tu lis, tu essaies de corriger ça. On avait créé le super user, non, de l'application. Oui. D'accord. Oui. Encore, field error, date donc, cannot be specified for donc. Ça, c'est dans quel module? Regarde dans le module formulaire, forme donc. C'est là, forme donc. Le problème qui est en train de signaler, c'est quoi? C'est que les champs tels que les avons utilisés dans Forms, c'est pas comme ça, c'est défini dans Models. Date, il faut voir la date. Comment tu écris date? C'est comme ça dans le modèle, l'orthographe. Donc oui, c'est ça. Donc tu vérifies tout, partout tu as utilisé les champs. Là. Commence d'abord par fields. Vérifie là-bas. Là-bas c'est correct. Date donc. Labels. C'est correct. C'est ça. Ensuite au niveau des widgets. Qu'est-ce qu'il dit? Ne peut être spécifié pour donc. Ah, d'accord. Viens dans le formulaire. Regarde la manière dont tu as écrit le nom de la classe, la modèle. Ici, dans le formulaire. Modèle, c'est qu'est-ce que tu as écrit? C'est comme ça, c'est écrit dans la classe? Il y a S. Oui. Date donc, modèle.date field. Donc enlève ça dans le formulaire parce qu'on a dit AutoNow. Tout ce qui est AutoNow ne doit pas apparaître dans le formulaire parce que c'est automatiquement récupéré. Non, pas ici. C'est pas ici qu'il faut le mettre. C'est dans le formulaire. Ça, c'est la base. Hein? C'est dans le formulaire, on ne doit pas afficher. Donc tu enlèves ça. Est-ce que vous comprenez? Les date fields qui n'ont pas, disons, dont les valeurs ne sont pas récupérées automatiquement, c'est eux là qu'on doit afficher. Parce que là, c'est à saisir. Comme au niveau de la date de création du centre. Ça, c'est à saisir. Mais partout, on a mis date field. Après, on a dit AutoNow, on regarde tout. Ça veut dire que la valeur est récupérée à partir du système. Ça ne sort pas sur le formulaire. D'accord? Donc, enlève ça carrément. On doit pas figurer. Si c'est ça, il y a beaucoup là-bas pour j'ai remis. Non, mais tu regardes, est-ce que la date que tu as mis, est-ce que c'est de type? Il faut laisser ce nom-là. Non, on va pas. Voilà, c'est bon maintenant. Ah, c'est bon. Mais il y a problème encore. Le formulaire. Reviens dans ce que tu as commencé à modifier là. Est-ce que tu as enregistré?
bien. D'accord. Maintenant, on lance à partir du navigateur. C'est pas ici. Laisse tomber, c'est juste dans le On va juste vérifier que c'est bon. Va dans quel nouvel onglet là. Voilà, tu mets le URL 127. Voilà. Après le port. Donc ici, tu dois spécifier. À partir du moment où on a défini les URL, tu dois spécifier slash, tu mets maintenant l'URL que tu vois. C'est pas ajouté. Pardon. Regarde, ça d'abord. Tu puisses voir. Vous voyez l'URL qui est là. Il vous montre les liens à taper. Quoi. Hein? Donc on prend un parrainage slash. Suivi de slash. Suivi de slash encore. Ajout 100. Ajout 100. Tu ajoutes ça. Il te montre maintenant le chemin d'accès complet qu'il faut taper. Le slash. C'est bien. D'accord? Donc là, de cette manière, il va se présenter, mais les mises en forme ne sont pas, les fichiers CSS ne sont pas chargés. Donc il faut juste une connexion pour qu'il puisse vraiment le reprendre, faire le design correctement. Hein? Mais là, vous avez l'essentiel de tout ce que vous avez fait dans le formulaire. Et nous avons fait un formulaire Django, mais à l'arrivée au lancement dans le navigateur, il a traduit en formulaire HTML. Donc toutes les zones que vous avez écrites là-bas sont traduites en zone HTML, avec des balises HTML. Donc le titre, vous pouvez le voir là-bas, gestion des centres d'orphelinat. Le titre du cadre enregistré un centre, et puis vous avez le formulaire vierge que vous avez, le nom de l'orphelinat. Vous voyez partout il y a star, ça veut dire c'est obligatoire. Donc ça c'est rendu grâce au Crispy Forms. Le star là, ça c'est grâce au Crispy Forms qu'il affiche ça. Si vous utilisez un formulaire sans mettre, je viens dans le template, le template, enlève Crispy là, enlève Crispy, mettez simplement forme, enlève le pipe là aussi, voilà. Enregistre. Voilà comment ça se présente. Ça va se faire comme ça, de manière très bizarre, très vilain. Mais le Crispy est un modèle Bootstrap qui vous permet de vraiment rendre votre formulaire convivial et gère les champs vides automatiquement. Donc partout vous allez voir le star, ça veut dire que ce champ est obligatoire. Là où il n'y en a pas, c'est facultatif. D'accord? Donc remets encore le Crispy. Relance, résister, relance à nouveau. Essaye de te connecter. C'est connecté. C'est connecté? Internet? Non, non. Voilà, tu parles de l'internet. Je te connecte à l'internet pour qu'il puisse charger les fichiers CSS. Quoi. Il ne faut pas de connexion. Alors, de l'autre côté, vous avez le bouton Refresh, hein, annuler. Clique sur la date de création. Ça vous envoie un calendrier. Ça, c'est grâce au fait qu'on a mis au niveau des attributs, on a mis type date. Si vous enlevez le type date là-bas, il va s'afficher sous forme de zone de saisie simple. Vous devez saisir vous-même à la main. Ça devient compliqué parce que si vous vous trompez, voilà. Mais avec le fait, vous voyez par exemple responsable orphelinat, est-ce qu'on avait rendu ça obligatoire? Non. Donc il n'y a pas star. Quand vous prenez logo également, c'est pas obligatoire. D'accord? Contact 2, téléphone 2, c'est pas obligatoire. Okay? Partout où vous n'avez pas de star, ça veut dire que c'est facultatif. C'est bon? Voilà. Donc on va essayer de se connecter pour que
il puisse nous afficher, il va nous afficher le formulaire avec le look qu'il faut. C'est activé. Mais à l'état où vous le voyez comme ça, on peut enregistrer, hein, sans problème. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas enregistrer. Quand je clique sur enregistrer tout de suite là, il m'envoie immédiatement. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous voyez avec les stars là. Vous n'allez pas passer sans que c'est pas rempli. Je charge à nouveau. Donc voilà comment ça se présente en réalité. Donc là, avec la connexion, ça recharge tous les styles. Toutes les feuilles de style associées templates. Donc, vous voyez un peu les boutons sont un peu à gauche là, parce qu'on n'a pas encore centré. Donc ça aussi c'est au niveau du template, il faut le travail là-dessus. On met une classe, on met les boutons dans une classe avec Text Center, il le met au centre. Donc, tu peux se enregistrer. Essaye de renseigner, voilà. On va voir. Maintenant, donne-nous filet. Je vais du centre à centre 1. Numéro de téléphone 127. Deuxième, c'est pas obligatoire. Adresse email centre 1 45 gmail.com. Je vais dire, voilà. Ça aussi, c'est pas obligatoire. Choisir un fichier. À l'étape là, ça ne va pas restreindre parce qu'on n'a pas encore défini au niveau du formulaire la possibilité de récupérer les fichiers. Donc ça définit aussi. Donc il y a un attribut qu'on doit ajouter au niveau du template pour permettre l'ajout des fichiers. Donc on peut laisser ça d'abord. Date de création 29. Capacité 50. Vous voyez là, on a mis une mémoire pour donc on n'a pas la possibilité de saisir quoi que ce soit si ce n'est pas dessus. Enregistrer. Voilà, le message s'affiche en haut. Le centre a été ajouté avec succès. Ça, c'est des tags qu'on a définis dans le settings. Voilà. Donc, quand vous allez dans la base de données, vous allez voir. Il a vidé les champs encore. Voilà, il a vidé les champs parce qu'on a mis forme égale à forme centre. Donc, tout a été réinitialisé. Donc, on va dans la base de données MySQL. C'est centre. C'est qui est là comme ça. Ah. C'est venu. Ça, c'est comme ça. Est-ce qu'à partir d'ici, après on ne peut pas mettre des images à côté?
C'est dans le template qu'il faut gérer ça. Dans le template, là maintenant c'est du HTML que vous allez faire. Le HTML. Donc bien dans le template. Si vous voulez insérer une image avant le formulaire, vous l'insérez quelque part ici avant le formulaire, c'est à l'intérieur du bloc. C'est comme, par exemple, juste là, partager les cellules là. Oui, c'est ce qu'on a fait par exemple. Là par exemple, le bouton là, on a constaté que ces boutons là sont un peu excentrés à gauche. Donc on peut créer ici une classe, faire un diviseur ici. Classe texte, mettre forme comme ça. Classe texte. On va voir ce que ça donne. Je prends ceci. On va revenir sur la prochaine, avec les prochains formulaires, on va changer parce qu'il faut que vous sachiez les façons de présenter, quoi. Ça, c'est une première façon. Maintenant, on peut aussi subdiviser avec des diviseurs Bootstrap. On divise en des colonnes et puis on les met, chaque champ, on le met dans un diviseur, chaque champ. Maintenant, si vous voulez par exemple regrouper deux champs, vous avez deux cellules, avec des dimensions que vous voulez, vous les mettez là-dedans. Toujours là, on met forme point le nom du champ, forme point le nom du champ, et puis on met dans le diviseur, ainsi de suite. D'abord, on va aller avec une première présentation là, exactement comme ce que vous avez fait de l'autre côté. Maintenant, si vous voulez personnaliser aussi, vous disséquez carrément ce qu'on a fait là. Vous mettez dans le diviseur, valise, c'est ça, avec les colonnes. On va voir ça, qu'est-ce que ça donne. On va voir si on essaie de faire ça. Là, il envoie le bouton ça. Je menace qu'avec Bootstrap, on pourra faire ce site là responsive. Oui. Oui. Par défaut, il donne ces outils-là. Déjà, par défaut, c'est responsive parce qu'on a dans le base. Dans le base, déjà, il y a une partie, on dit, on parle de compatibilité avec les différents terminaux. On prend le base en haut là déjà. Hein? Voilà, HTTP équipe là. Donc ça c'est la partie là, la réponse à ta question. Maintenant, il faut l'enrichir par d'autres éléments, surtout les templates. Le travail se trouvera au niveau des templates. Parce que ce sont les templates qui sont présentés à l'internaute. Là-bas maintenant, tout ce qui est mis en forme de style que vous voulez ajouter, c'est la même fois ajouter. Ça va, il faut faire le travail. Donc, toute votre imagination pour vraiment rendre l'application plus attrayante, c'est dans les templates qu'il faut faire le travail là. Donc, vous avez vu déjà comment insérer le formulaire. Maintenant, tout autour de ça, mais c'est dans les blocs. Si vous le mettez en dehors d'un bloc, vous n'allez pas le voir. Les blocs qu'on a définis, vous voyez, vous allez ici, on a défini les blocs. Maintenant, si vous voulez insérer par exemple des images, vous pouvez venir ici dans le base, créer un autre bloc. Et dans la page où vous voulez insérer l'image en question, vous appelez le bloc pour qu'il affiche. Mais si vous venez directement au niveau des templates, vous insérez quelque chose là-bas qui n'est pas défini dans un bloc, prédéfini auparavant. Par exemple, je viens ici au hasard comme ça. Bon, là, je suis dans, voilà, je suis dans le bloc. Maintenant, si je venais par exemple en dehors de ce bloc-là, je viens insérer une balise ici, ça ne marche pas. Je ne le verrai pas. Parce que je suis en dehors carrément du bloc. Il ne reconnaîtra pas cet élément-là. Donc tout ce que vous allez faire, vous le prédéfinissez d'abord dans le base, un bloc. Ensuite, vous venez, vous redéfinissez le bloc à l'intérieur de la page. Et ce que vous voulez insérer, vous l'insérez là. Par exemple, dans la page là, on peut créer l'élément
Un nouveau bloc, voilà. Dans cette page-là, non. Les blocs, c'est dans Base. Dans les pages filles, dans les autres pages, dans les autres templates, on ne fait que réutiliser les blocs définis dans Base. C'est que l'objectif, c'est de créer une seule fois les pages HTML et de les réutiliser autant de fois que nous voulons. On appelle ça du DTF, Django Template Language. C'est-à-dire c'est cette facilité à créer une seule fois une page HTML avec le corps, les fichiers CSS, les fichiers JavaScript qui doivent être utilisés dans toutes les pages, l'entête et le pied de page, on le définit une seule fois. Maintenant, dans toutes les autres pages, vous allez voir que c'est juste la réutilisation. D'où l'instruction extend que vous avez au début de chaque template, c'est ça qu'il faut mettre. Okay. Et ça, c'est pour charger le Crispy. Hein? Voilà. Et c'est grâce au Crispy que notre formulaire se présente comme ça. Si vous enlevez le Crispy là, l'instruction là, vous l'enlevez ici, vous n'aurez plus accès à ça. Il ne va plus reconnaître cet élément-là aussi. Il ne va plus reconnaître. Et vous avez constaté aussi, quand vous enlevez Crispy ici, comment votre formulaire va se comporter. Il n'y aura pas de mise en page. Ce sera vilain et puis vous n'aurez pas de style comme celui-ci. Donc, le Crispy, l'objectif, c'est de pouvoir rendre vos formulaires plus conviviaux et consommables. J'ai un icône ici, par exemple, sur la partie-là. Le favicon, oui. On avait demandé la dernière fois de faire des favicons. Voilà, donc le favicon qu'on a défini dans nos static images, on remplace par l'icône qu'on a créé là. Et puis on le charge, il va changer. Il vient dans le images, c'était dans le dossier statique. Du projet ou bien de la Oui, du projet, statique du projet. C'est ça. On a images, on a un favicon là-bas. D'accord? Et ce favicon là, il n'est pas reconnu. Une maison. Là-bas. Donc il faudrait qu'on définisse ça très bien au niveau de base. Fichier base là-bas. Là où on a le favicon. C'est ici, non? Chaque fois qu'il tourne. Ici, link, rel. Chaque fois qu'il tourne. Voilà, ça c'est au niveau la statique. On a dit c'est images, slash favicon, ICO. Type, il dit quoi? C'est ici maintenant, il faut gérer le type là. C'est images. Le chemin? Non, le type c'est comme ça. Ici, ça c'est le répertoire. Images, ça c'est le répertoire. Ici, il n'y a pas un autre nom. C'est comme ça. Maintenant, par rapport à l'autre réponse aussi, par rapport à ce que c'est responsif ou pas, c'est ici, le viewport. Content, 8 c'est égal device, ça dépend de la taille de terminal là-dessus. Au niveau des favicons, on peut le voir ça. Monsieur, par exemple, le premier arrangement qu'on a effectué là, lorsqu'on part sur la page. Oui. Viens dans la page d'administration. Il faut charger la page d'administration. Recharge le menu. Ouvre le centre orphelinat. Clique sur centre orphelinat. En bas, centre. Centre. C'est là. Donc c'est comme ça il affiche. Vous voyez centre 1, numéro de téléphone et l'email. Oh, vous savez d'où ça vient? C'est qu'on avait mis dans la fonction string. là. Les champs qu'on a mis dans le string, c'est comme ça s'affiche dans l'interface d'administration. La raison pour laquelle on définit pour chaque modèle, on définit le string, c'est pour que ici, quand tu viens, il n'affiche pas. Parce que si on n'avait pas mis là-bas,
Quand tu viens ici, tu ne vas pas savoir quel est l'enregistrement. Il va mettre objet. Objet. C'est comme ça qu'il représente. C'est quand tu cliques que tu vas avoir le contenu. Dans la définition des fonctions d'affichage, là, dès que tu viens dans l'espace d'administration, ce sont les données qu'il a mis là-bas, il affiche ici.